Bonjour, je m'appelle Mary, et aujourd'hui, je veux raconter une histoire qui a longtemps vécu en moi, enfouie dans un coin sombre de ma mémoire. Une histoire que je n'ai pas pu prononcer à voix haute pendant longtemps, parce que chaque mot réveillait de la douleur, de la gêne, de la honte, et parfois l'impression que, en l'admettant, je trahissais la jeune femme que j'avais été, celle qui croyait que tout cela était normal. Et pourtant, j'ai réussi à partir. Et j'ai réussi à grandir à partir d'un terrain qui, dès le départ, n'était pas fait pour me donner une vie saine. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Pas la version la plus extrême qu'on puisse imaginer, mais certainement pas un environnement sûr. Dans notre foyer, il y avait l'alcoolisme, quelque chose de malheureusement très répandu. Et si, aujourd'hui, des années plus tard, on me demande ce qui a le plus influencé ma vie d'adulte, je répondrai sans hésitation. C'est ce climat émotionnel qui a façonné tout ce qui s'est produit ensuite. Ce n'était pas seulement l'alcool en lui-même. C'était l'atmosphère qui s'installait autour. Une tension constante, silencieuse, pas toujours bruyante ni agressive, mais toujours présente. Comme si l'air de la maison était imprégné de l'attente de quelque chose de désagréable. Un changement soudain d'humeur, une explosion d'agacement, un silence lourd, des larmes, des reproches. Ce n'était pas un chaos visible, c'était un chaos intérieur, lent et corrosif, qui s'infiltrait dans la façon dont un enfant perçoit le monde. Quand un enfant grandit dans un tel environnement, il apprend sans s'en rendre compte à s'adapter à l'instabilité. Il apprend à sentir l'atmosphère avant même de comprendre ce que cela signifie. Il apprend à anticiper les humeurs, à éviter de provoquer des réactions, à devenir petit, discret, commode. Il ne se développe pas comme une personnalité autonome, mais comme un bouclier, un médiateur silencieux, essayant de prévenir une nouvelle explosion émotionnelle. Et les enfants issus de ces familles deviennent souvent ce que les psychologues appellent des adultes enfants d'alcooliques. Ce n'est pas un diagnostic, mais un schéma. En apparence, ce sont des personnes normales, fonctionnelles. Mais à l'intérieur, elles portent une difficulté profonde à se sentir en sécurité dans les relations, à faire confiance, à construire des liens affectifs sains. Elles confondent l'anxiété avec l'amour. Elles pensent que l'affection doit être méritée. Et tragiquement, elles sont souvent attirées par des partenaires abusifs ou deviennent des proies idéales pour eux. Dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de violence physique, mais la froideur émotionnelle, l'absence de soutien, l'imprévisibilité et cette sensation permanente d'insécurité affective étaient largement suffisantes. Ma maison n'était pas un champ de bataille, mais ce n'était pas non plus un endroit où l'on pouvait se détendre, rire librement ou parler ouvertement. C'était comme un marécage silencieux, tout le monde lié les uns aux autres, mais émotionnellement coupé. Alors, quand j'ai grandi et que je suis sortie dans le monde, je l'ai fait sans boussole intérieure. Je ne savais pas à quoi ressemblait une relation saine. Je n'avais jamais vu un modèle de lien affectif stable et sûr. Et je suis devenue, au sens le plus concret, totalement sans défense. J'étais, sans le savoir, une cible parfaite pour un homme abusif. On pourrait dire que je cherchais inconsciemment quelqu'un comme lui, et qu'il cherchait quelqu'un comme moi. Et un jour, nos chemins se sont croisés. J'avais un peu plus de 20 ans, un âge où l'on se cherche encore, où l'on est plein d'espoir et de peur. Lui avait presque 10 ans de plus, sûr de lui, expérimenté, apparemment stable. Il avait tout ce que je pensais ne pas avoir. De la maturité, une direction, une solidité. Ou du moins, c'est ce qu'il laissait paraître.
Les premiers mois ont ressemblé à un conte de fées. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui prendrait soin de moi, quelqu'un qui m'offrirait la sécurité que je n'avais jamais eue. Je croyais pouvoir me laisser porter, faire confiance, arrêter enfin de survivre. Mais au bout de 6 mois, l'illusion a commencé à se fissurer. Les signaux d'alarme, en réalité, avaient été présents dès le début. Tellement évidents qu'aujourd'hui, je me demande encore comment j'ai pu les ignorer. Lors de notre 3e rendez-vous, il a eu une crise soudaine, forte, disproportionnée, incompréhensible. Il exigeait des explications, me punissait par le silence, et quand j'ai voulu partir, il m'a enfermée dans son appartement pendant presque 2 jours. Une personne saine aurait mis fin à la relation sur le champ. Une personne traumatisée réagit autrement. On rationalise. Il m'aime tellement. Il a peur de me perdre. J'ai dû faire quelque chose. La prochaine fois, je serai plus prudente. Et cela a continué ainsi. Au bout d'1 an, je n'étais plus moi-même. La jeune femme sociable, ouverte, curieuse que j'avais été, avait disparu. Il contrôlait mes dépenses, mes déplacements, mes conversations, mon temps. Mon cercle d'amis avait disparu, non pas parce qu'ils étaient repartis, mais parce qu'ils rendaient impossible tout contact extérieur. Ma relation avec mes parents s'est presque entièrement dégradée. Non pas parce que je le voulais, mais parce que maintenir un lien affectif hors de son contrôle était une menace à ses yeux. Puis est venu le moment où j'ai compris que rien de bon ne sortirait de là, que je devais partir. Mais quitter un homme abusif n'est pas un simple geste. C'est une opération dangereuse. Et ma première tentative s'est terminée lorsqu'il m'a projetée contre un mur. J'ai eu une commotion cérébrale. Le médecin m'a prescrit des médicaments, mais il n'y avait pas un centime dans l'appartement. Je me souviens de la douleur atroce, de la sensation que ma tête allait se fendre en deux, et de moi, debout dans la cuisine, incapable même d'acheter des comprimés. J'ai dû appeler d'anciens amis, des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, presque en suppliant de l'aide. Ensuite, traverser la ville pour récupérer l'argent, puis aller à la pharmacie, puis encore devoir expliquer pourquoi j'étais revenue 30 minutes plus tard que prévu. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne peux pas m'échapper frontalement. Il faut creuser un tunnel. Mais creuser ce tunnel m'a pris 1 an de plus, car toute mon énergie était consacrée à survivre. Et puis, de façon inattendue, mon petit miracle est arrivé. J'étais dans le métro, je regardais mon reflet dans la vitre en pensant que je n'avais même pas 30 ans et que ma vie me semblait déjà terminée. Je croyais qu'aucun homme normal ne s'intéresserait plus jamais à moi. Et à ce moment précis, un jeune homme s'est assis à côté de moi et m'a demandé s'il pouvait me parler. Je lui ai donné mon numéro, convaincu qu'il ne rappellerait jamais. Mais il l'a fait, ce même soir. Et cela a marqué le début de mon chemin vers la liberté. Dès lors, j'ai vécu une double vie, comme une agente secrète. Chaque message était un risque, chaque minute calculée, le téléphone toujours en mode silencieux. Des excuses inventées, des horaires maîtrisés, des précautions sans fin. Jamais je ne restais dormir. J'apprenais à mentir avec une précision presque professionnelle, parce que ma sécurité en dépendait. Je ne mentais pas par goût, mais par nécessité. C'était la seule manière de survivre. Je savais que cette nouvelle relation n'était pas une simple aventure. C'était ma chance de m'échapper. Mais je ressentais de la culpabilité. Pas envers mon mari, curieusement, presque pas. Mais envers le jeune homme qui, sans le savoir, me servait de bouée de sauvetage. Il ignorait que j'étais mariée. Je ne le lui disais pas, car cela mettait ma vie en danger. Mais me taire me déchirait moralement. J'ai essayé plusieurs fois de quitter mon mari pour aller vers ce jeune homme.
Et chaque fois, je revenais, effrayée, débordée, incapable de supporter une liberté qui me terrifiait. C'est une sensation étrange. Tu sors, et soudain, il y a trop d'espace. Il fait froid sans le collier. Le monde semble immense, trop immense. Comme un chat d'intérieur qu'on emmène dehors pour la première fois, paralysé, paniqué, désireux de retourner dans un endroit qui pourtant le blessait. Pendant longtemps, j'ai cru qu'un jour j'accumulerais assez de force pour tout quitter et être avec ce jeune homme. Mais au fil du temps, j'ai vu que nous étions différents. D'abord, un peu différents, puis très différents. Et finalement, j'ai perçu de petits signes, trop familiers. Et j'ai compris que je risquais de replonger dans le même schéma. Et puis, après des années de double vie, j'ai rencontré un autre homme, le troisième, celui qui a tout changé. Avec lui, tout était différent. Pas de chaos, pas de drame, pas de tempête émotionnelle. La relation avançait lentement, doucement, avec prudence. Une stabilité que je n'avais jamais connue. Au début, cette stabilité me paraissait étrange, presque ennuyeuse. Mais peu à peu, elle m'a guérie. Après quelques mois, j'ai réalisé que je pouvais être moi-même avec lui. Vraiment moi-même. Pas une version arrangée, pas une version effrayée. Moi. J'ai même pu lui raconter toute l'histoire, vraiment toute. Et pour la première fois, je me suis sentie en sécurité en me montrant vulnérable devant un homme. C'est alors que j'ai pris ma décision. Au jeune homme, j'ai simplement dit la vérité. J'avais rencontré quelqu'un d'autre. Avec mon mari, cela a été beaucoup plus compliqué. Je suis partie. Je n'ai pas dit où j'allais. J'ai gardé ma nouvelle adresse secrète, sachant que cela pouvait être dangereux autrement. J'ai laissé des traces sur mes réseaux sociaux pour qu'ils comprennent que ma vie avait changé. Il m'a appelé, furieux, hurlant, exigeant des explications. Il y a un autre homme ? Oui, ai-je répondu. Tu as bien compris. Il était tellement convaincu d'avoir du pouvoir sur moi qu'il croyait pouvoir décider des conditions de notre rupture. Alors c'est fini, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Et c'était fini. Aujourd'hui, je vis avec cet homme, le troisième, et nous sommes ensemble depuis de nombreuses années. Et même si je ne remercie pas le destin chaque jour de manière littérale, il m'arrive souvent de le ressentir intérieurement, comme si j'avais nagé dans un océan d'acide, réussi malgré tout à atteindre le rivage, m'être lavé de la brûlure, et découvert que je n'avais plus jamais besoin de retourner dans cet acide. Plus je vis dans une relation saine, plus je vois clairement que ce que je prenais autrefois pour de l'amour n'en était pas. Le drame, les montagnes russes émotionnelles, les phases de lune de miel après les explosions, les gestes romantiques soudains après la violence. Tout cela n'était pas de l'amour. C'était de l'addiction, un lien traumatique. La thérapie me l'a appris. Peut-on sortir d'une relation abusive sans thérapie ? Probablement, oui. Mais éviter d'y retourner, c'est autre chose. Sans thérapie, on ne change pas son scénario intérieur. On saute d'une relation toxique à une autre. Ou bien on change de rôle et on devient soi-même l'abuseur, en entrant dans le même cycle par l'autre côté. La thérapie apprend les bases d'une relation saine. D'abord avec soi-même, puis avec les autres. Elle aide à développer cette partie de nous qui connaît les limites, la stabilité, la confiance, la douceur. Et elle aide aussi à réapprendre la confiance en l'autre et surtout en soi. Mon passé m'a changé. Il a laissé des traces que je sens encore. Je sais que les mots peuvent être mensongers, parce que moi-même j'ai menti pendant des années pour survivre. Alors parfois,
Lorsque j'entends quelque chose d'aussi simple que « j'ai été retenu », une petite ombre de doute apparaît. Mais j'apprends à faire confiance. Lentement. Mais j'avance. Et la partie la plus difficile, j'apprends à me faire confiance. Pas à mes peurs, pas à mes traumatismes, pas à mon passé. L'infidélité apparaît seulement lorsqu'il y a un besoin non comblé. Dans ma relation actuelle, ce besoin n'existe pas. Donc la pensée non plus. Je partage cette histoire non pour susciter de la pitié ou me justifier, mais parce que j'espère qu'elle pourra aider quelqu'un. Aider quelqu'un à se reconnaître, à se demander si tout va vraiment bien, à comprendre que ce qui semble normal peut parfois vous détruire. Et surtout, parce que même si vous avez l'impression d'être au fond d'un puits sans fond, sans sortie possible, il y a une sortie, parfois sous forme de miracle, parfois sous forme de rencontre, parfois sous forme d'un élan intérieur, mais elle existe, même si le miracle ne ressemble pas à ce que vous attendiez, même si le chemin est long et étrange, même si, au début, tout semble s'aggraver. On peut revenir à la vie, parce qu'il y a une vie, même après de longues années de noirceur.